Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, je sais, titre un petit peu aguicheur, Bull Market Crypto, comment devenir millionnaire. Alors c'est vrai que c'est même les titres que moi je déteste. Je déteste en fait voir des personnes mettre ce genre de titre, mais la raison c'est que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui mettent ça et qui ne sont même pas millionnaires. Et ça pour le coup, moi c'est un truc qui m'énerve. Des personnes qui parlent de choses en fait qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'ils ne sont même pas eux-mêmes, que ça touche au domaine de l'investissement ou à tout autre type de domaine, bien évidemment. Mais ça, c'est un problème qu'on retrouve aujourd'hui. C'est qu'à trop donner la parole à trop de gens, malheureusement, on a un peu trop de tout, quoi. Donc après, il faut filtrer de manière conséquente. Moi, j'ai mis ce titre. Je vais très rapidement me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes maintenant qui débarquent un petit peu sur mes vidéos, parce que tout simplement, on traite d'un sujet qui commence de nouveau à prêter attention et à attirer beaucoup de nouvelles personnes. Donc moi, je suis investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2015 et je le suis de manière vraiment active depuis 2017. Donc j'en suis à mon 3e bull run et je suis multimillionnaire aujourd'hui grâce quasi exclusivement aux crypto-monnaies. Ensuite, je gère une communauté d'investisseurs avec ma chaîne YouTube Contips que j'ai créée en 2017 et une communauté donc d'investisseurs qui s'appelle Club Invest et que j'ai créée en 2018. Et je suis également gérant de fonds dans les crypto-monnaies depuis 2021. Voilà, donc j'estime aujourd'hui pouvoir quand même me permettre de mettre ce genre de titres qui sont bien évidemment aguicheurs, mais parce que j'estime avoir suffisamment de conseils et d'expérience à partager pour vous aider le plus possible justement à réussir sur un bull run. Bien évidemment, ça ne fera pas tout le monde des millionnaires parce qu'il y a un facteur qui est ultra important et qu'il faut tout de suite préciser, c'est le capital initial. Ça va de soi en fait que si on peut investir que quelques centaines d'euros, on ne peut pas espérer devenir multimillionnaire comme ça. Ça va demander beaucoup plus de temps que ce que malheureusement certains peuvent vous faire croire. Par contre, en mettant peut-être quelques dizaines de milliers d'euros, voire même un petit peu plus, on peut là effectivement, sur un seul bull run, être capable en tout cas de s'en rapprocher, voire d'atteindre ce fameux objectif qui en soi veut rien dire. Hein. Être millionnaire, en fait, ça veut tout et rien dire. Avoir 1 million en patrimoine, concrètement, ça veut tout et rien dire parce que quand on vive, par exemple, en Suisse, en France, à Bali ou je ne sais où, déjà, c'est le niveau de vie sur place qui compte le plus. Juste avoir 1 million, en fait, ça veut tout et rien dire. Si on a 1 million aux États-Unis, franchement, on n'est pas riche. On n'est absolument pas riche. On est considéré limite comme une personne, on va dire, normale. Mais on n'est pas du tout riche avec cette somme-là aux États-Unis. Et n'en parlons même pas dans des pays comme Singapour, comme Monaco, même comme Dubaï, où ça coûte extrêmement cher. Ce n'est pas avec 1 million en fait, qu'on fera grand-chose. Donc encore une fois, ça veut tout et rien dire. Ça veut dépendre de beaucoup de facteurs, mais c'est bien évidemment un chiffre extrêmement symbolique. Mais ça commence en tout cas quand même à représenter une somme, et notamment un patrimoine qui est relativement conséquent, surtout en fonction de votre âge. Voilà. Et je pense que déjà réussir à atteindre un patrimoine, on va dire à 7 chiffres, on va dire à 20-30 ans, c'est franchement, je pense, quand même une belle réussite. Ça l'est beaucoup moins à 60-70 ans, qu'on ne se le cache pas. D'accord voilà. En tout cas, je voulais juste quand même remettre un petit peu les points sur les i par rapport au titre. Alors, dans cette vidéo, on va parler de 3 sujets. Bon, déjà, analyse du Bitcoin. Le graphique est déjà là depuis tout à l'heure. On va bien évidemment faire le point sur le Bitcoin. On a pas mal de choses pour le coup à voir et je vais vous donner pas mal de conseils pour être capable de piloter à vue ce qu'on est en train d'avoir sur le Bitcoin. On est en price discovery. On n'a plus de niveau de résistance, mis à part quelques niveaux techniques avec par exemple des outils comme les Fibonacci. Mais grosso modo, sinon, on n'a pas grand-chose sur quoi se rattacher. Donc on est vraiment dans cette phase où, de mon point de vue, je le dis souvent, il faut piloter à vue. Et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait de manière simple, avec quelques indicateurs pour piloter à vue. On parlera ensuite des altcoins, comment on fait pour gagner beaucoup d'argent dans les altcoins. Je partagerai ma stratégie, qu'est-ce que moi je fais et qui correspond à mes besoins. Il y a des personnes qui investissent d'une manière complètement différente, s'ils sont parfaitement à l'aise avec ça, tant mieux pour eux, mais moi ça ne me correspond pas. Donc encore une fois, je ne partage que mon expérience et ce que moi je fais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui fonctionne, loin de là, mais ça veut dire en tout cas que ça a plutôt bien fonctionné quand même pour moi. Et ensuite, je partagerai un petit peu toutes les règles d'or pour profiter d'un marché haussier à 100%. Voilà.
il y a beaucoup de règles. Alors, je sais que certaines vont être compliquées à appliquer, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de règles à partager pour vraiment être capable de se démarquer au maximum de la plupart des investisseurs parce que, encore une fois, il n'y a qu'une minorité de personnes qui vont réellement être capables de profiter à 100% de cette phase haussière. En fait, la grande majorité vont en profiter un petit peu sans que ce soit un game changer pour eux. Et malheureusement aussi, une grosse partie vont pas du tout en profiter et malheureusement, ils vont juste se faire malmener par le marché. Donc voilà en tout cas un petit peu de quoi est-ce qu'on va traiter dans cette vidéo. Avant de commencer, je rappelle que j'ai une lettre d'investissement totalement gratuite. Vous pouvez vous inscrire, le lien est directement en description. J'en avais également parlé dans mes précédentes vidéos. Je commençais un petit peu à teaser donc la réouverture de mon fonds d'investissement. Ben c'est bon. Les portes sont de nouveau ouvertes. Donc c'est à partir d'un capital minimum de 50 000 euros. Vous pouvez investir dans le fonds régulé que j'ai créé avec 2 autres associés qui est régulé en Europe et qui a une stratégie qui surperforme le marché depuis son lancement et qui a une année vraiment exceptionnelle en 2024. On a déjà dépassé les 100% de performance pour l'année de 2024. Donc honnêtement, vraiment très très belle performance. Si vous êtes intéressé, encore une fois, le lien est en description. Envoyez-nous directement un email et on vous enverra directement notamment notre fact sheet et ensuite les modalités pour investir. Allez, ceci étant dit, on attaque cette vidéo avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin déjà, il est bien évidemment dans une dynamique haussière, ça n'aura échappé à personne. Donc nous sommes dans une dynamique haussière en hebdomadaire, on en est sur une 3e bougie haussière. Donc déjà, il faut comprendre que 3 semaines de hausse consécutive, ça commence à être beaucoup. On n'est pas encore sur des niveaux que je jugerais excessifs. Et notamment, il suffit de regarder par exemple le RSI pour se rendre compte qu'on a encore de la marge. On est sous les 80. Donc ça veut dire que déjà, lorsqu'on est au-dessus des 70, on est vraiment dans une dynamique qui est clairement haussière, voire très haussière. Entre les 70, 80, 85, ça tient. On reste vraiment sur une dynamique qui tient. Par contre, dès qu'on commence à être au-dessus des 85, donc vous voyez qu'il y a encore un peu de marge, 85 et 90, n'en parlons même pas. Là, on est vraiment sur des gros niveaux d'excès. Ça ne veut pas dire qu'on est sur un top de marché. Encore une fois, ne tombez pas dans ce piège de croire qu'il suffit juste de regarder un indicateur pour définir un top de marché. C'est complètement faux, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, ça va définir qu'on est en surachat et que le marché va avoir besoin de souffler. Il va souffler de 2 manières. Soit en nous donnant une bonne grosse correction, une correction de 20-30%, qui va se faire parfois en l'espace de 1 à 2 semaines, donc de manière assez rapide, et qui va faire assez mal notamment à tous les nouveaux entrants, ou alors une consolidation sans nous offrir une correction très importante. Il y aura bien évidemment une petite correction, mais plus une structure de consolidation pour après repartir sur une nouvelle accélération. C'est vraiment important en fait de comprendre que, encore une fois, rien ne monte en ligne droite. Alors, je sais que c'est toujours facile en fait de tomber dans ce narratif à chaque fois, de se dire oui mais cette fois-ci ce sera différent, oui mais là on a Trump, oui mais là on a carrément les Américains qui vont créer une réserve stratégique. En fait on va essayer de trouver tous les narratifs et toutes les excuses du monde pour nous empêcher de vendre. Alors que si on est un minimum rationnel, on va se rendre compte que très souvent en fait ces arguments ne tiennent pas la route. Par exemple, l'argument du les Américains veulent créer une réserve stratégique. Le sous-entendu, en fait, ça veut dire quoi? Le sous-entendu, ça veut dire que les Américains vont acheter, et ils ont parlé de 200 000 bitcoins chaque année. Donc on se dit, ok, les Américains veulent acheter 200 000 bitcoins tous les ans, donc ça veut dire qu'il y aura encore plus d'acheteurs, donc il y aura une rareté au niveau du nombre de bitcoins, donc le prix ne peut faire que monter. En fait, dans la réalité, ce n'est pas du tout ça. Dans la réalité, ce que les Américains ont dit, c'est qu'ils vont faire une réserve stratégique avec ce qu'ils ont récupéré, notamment dans les enquêtes judiciaires. Donc ça veut dire qu'à aucun moment, les Américains vont acheter des bitcoins sur une plateforme d'échange. Et quand bien même ils devraient en acheter, ce serait certainement pas sur Coinbase en faisant un buy market, certainement pas, c'est en OTC. Voilà, donc ça veut dire aucun impact au niveau du marché. Encore une fois, ils n'ont aucun intérêt d'acheter des bitcoins sur les plus hauts et même de les acheter beaucoup trop cher. Donc en plus, dans la plupart des cas, juste les enquêtes judiciaires, il y en a eu quand même pas mal, et on a vu notamment avec Silk Road ce qu'ils ont pu récupérer, ça va largement suffire
pour avoir une réserve stratégique. Donc vous voyez en fait à quel point est-ce que parfois on va détourner une news à son profit pour confirmer son biais, alors qu'en réalité, si on se pose un petit peu et qu'on y réfléchit, en fait, c'est complètement débile. Voilà. Donc ça, c'est important et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et vous verrez qu'il y aura 15 000 exemples différents qui vont déferler sur les réseaux sociaux pour vous empêcher de vendre. Bon, j'ai un petit peu dévié, on va rester sur de l'analyse technique parce que là, c'était plus du tout de l'analyse technique. Donc pour l'instant, on reste clairement dans une dynamique haussière. Il va falloir surveiller plusieurs choses. D'une part, les bandes de Bollinger. Tant qu'on reste en dehors des bandes de Bollinger, on reste dans une dynamique qui va être fortement haussière. Dès qu'on va commencer à clôturer, on va reclôturer en fait dans les bandes de Bollinger. Là, pour le coup, ça va déjà commencer à nous donner en fait des signes de fatigue. C'est vraiment très flagrant. Regardez ce qu'on avait eu ici. Toute la première structure haussière, la première vague haussière, on avait systématiquement des clôtures au-dessus des bandes de Bollinger. Première grosse correction. Là, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a quand même eu ici une correction de 30%, comme je vous le disais, systématiquement, 20 à 30%. Et ensuite, vous voyez qu'on a eu du mal, on n'a pas été du tout capable après de regagner vraiment cette tendance. On n'était pas du tout capable de reclôturer au-dessus de la borne haute. Et en fait, la tendance s'est très très vite essoufflée. Ensuite, on a stabilisé et après, on s'est pris un moins 50%. Donc, vraiment, c'est important de surveiller ça. On surveille le MA13 qui est en blanc ici, qui va définir également la tendance en hebdomadaire. Dès qu'on va commencer à clôturer et à casser cette moyenne mobile ici, en général, c'est game over, c'est terminé. Alors attention, en hebdomadaire, on risque d'avoir des signaux un tout petit peu en retard parce que là, si on attendait vraiment une clôture, on sortait à 46 000 $, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais une personne qui avait moyenné ses niveaux de sortie, il aurait peut-être pu gratter un peu plus et sortir un petit peu plus haut. Je dis bien peut-être parce que ça se trouve dans la pratique, dans la pratique, c'est loin d'être aussi évident que ça. Donc, ce n'est pas si mal que ça. En tout cas, le MA13 vraiment à surveiller, elle ne doit pas être cassée par le bas. Elle doit vraiment maintenir cette tendance haussière en hebdomadaire. Maintenant, si on zoome un petit peu plus, on va se mettre en 3 jours, qui est une UT que moi, je surveille vraiment énormément. Les indicateurs à surveiller seront plus ou moins les mêmes. Les bandes de Bollinger, le RSI. Là, le RSI, on voit qu'on est déjà dans la zone des 80. Attention, je vous l'ai dit, 80-85, on commence à rentrer dans la zone de limite. Et là, on le voit, on n'en est quand même pas très très loin. Donc là, il faut quand même rester prudent. Et notamment si on regarde par rapport aux dernières impulsions haussières qu'on a pu avoir. Alors, on n'était pas en price discovery, donc j'estime que ce n'est pas exactement pareil, mais c'est intéressant quand même de regarder. Vous voyez que la zone des 85 avait systématiquement fait office de zone de résistance. Et à chaque fois, il y a eu des essoufflements. Voilà. Ici, on a eu un essoufflement. On n'a pas corrigé pour autant. On a plutôt stabilisé. Ici, une nouvelle fois, on a encore bien stabilisé avec quand même un peu de correction, mais pas des grosses corrections, on va dire de 10 à 20% tout au plus. Et encore une fois ici, là par contre, on a vraiment marqué le pas. Voilà, on a vraiment marqué le pas. Et là, on a fait une énorme structure de consolidation avec un retracement, je crois, au maximum de 30%. Encore une fois, on va vérifier. Voilà, 30%. Encore une fois, on a eu très peu de grosses corrections sur cette phase haussière, mais systématiquement, on a du 20 à 30%. Ça, c'est quasiment automatique. Donc, encore une fois, ne soyez pas surpris quand ça va arriver. Il ne faudra absolument pas en avoir peur. Ce sera une opportunité d'investissement. Là, si on regarde de manière toute bête par rapport à ici 30% de baisse, de mon point de vue, c'est beaucoup trop. Voilà. Là, honnêtement, il est hors de question de mon point de vue de revenir chercher dans la zone des 70 000 $. Pour moi, ça invaliderait complètement ce démarrage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore, de mon point de vue, encore pas mal de marge à la hausse qui est confirmée par l'ensemble des indicateurs, notamment le RSI. Et ensuite, il faut surveiller également l'écartement avec les moyennes mobiles et notamment toujours le MA13 en blanc et le MA25 qui doivent faire office de zone de support extrêmement important. Dès lors qu'on va commencer à venir breaker ces zones-là, ça voudra dire soit qu'on va stabiliser, soit qu'on va se prendre une correction beaucoup plus importante. Voilà. Donc là, vous le voyez, tant qu'on tient le MA13, on reste sur une dynamique haussière. Dès qu'on la casse, ça stabilise. Et là, ça a encore mieux fonctionné ici. Dès qu'on l'a cassé, on est parti sur une longue stabilisation. Et si on regarde notamment le cycle dernier, vous verrez à quel point ça fonctionne très très bien. Le MA13, vous voyez, elle fonctionne parfaitement. Elle est à chaque fois défendue. C'est des niveaux en fait de support pour maintenir la tendance en 3 jours. Juste là,
on avait un tout petit peu titillé, mais en fait, on était quand même remonté assez rapidement sans même toucher le MA25. Et encore une fois, par contre, dès qu'on l'avait breaké, notamment ici, pardon, et après, on avait fait un petit pullback, mais un pullback vraiment en fait de la, je dirais pas de la mort, mais presque, parce qu'en fait là, c'est vraiment première impulsion baissière qu'il faut vraiment prendre en compte. Et donc là, vous voyez que là, ça nous faisait sortir dans la zone des 53-54 000 $, donc on sortait un peu plus haut que si on vérifie en weekly, mais on aurait pu se faire avoir également ici. Donc vous voyez, encore une fois, il n'y a rien qui est aussi simple que juste dire si ça break, on vend. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, vous voyez, c'est des signaux où ça commence à fatiguer et ça veut dire que le plus gros de la tendance, techniquement, il est déjà passé en fait. Donc c'est ça en fait qu'il faut prendre en compte. Ça ne veut pas dire que le prix va forcément retomber de suite, mais ça va prendre du temps et il ne faut pas se précipiter. Vraiment, c'est important, ne surtout pas se précipiter. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. Donc là, pour l'instant, même en daily, ce qui est important de surveiller, c'est cette première vague haussière. Encore une fois, dans un bull market, on a des vagues haussières avec des vagues de correction et ensuite ça repart encore. Et ça peut continuer comme ça. S'il n'y a pas des gros niveaux d'excès, je pense que ça peut continuer comme ça pendant un bon bout de temps. Je rappelle quand même que 2023 a été une année où en fait on a énormément pris en valeur, mais avec une structure de marché qui a permis à ce qu'on pérennise vraiment cette prise de valorisation avec des phases impulsives, des phases de correction, des phases de stabilisation, et ça repart, et ça recommence, et ça repart. Et on n'a pas du tout eu en fait d'excès de manière très importante comme on a pu l'avoir par le passé. Et les excès en fait sont synonymes de rattrapage et de retour à la moyenne. Et donc plus on va être dans les excès, plus on va le payer après par la suite avec des retours à la moyenne qui vont être extrêmement violents. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir un marché qui ne va pas trop s'emballer, qui va faire des phases de correction plutôt classiques, des consolidations, qui va construire une hausse? Si c'est le cas, honnêtement, il peut aller chercher des zones beaucoup plus élevées sans que ça représente vraiment des dangers particuliers et des gros niveaux de vente. Si par contre ça monte de manière très importante, sans correction, de mon point de vue, il va vraiment falloir être attentif et commencer à vendre peut-être de manière un petit peu prématurée par rapport à ce qu'on aurait anticipé. Et moi, par exemple, aujourd'hui, dans le contexte actuel, si ça ne retrace pas, s'il n'y a pas au moins une petite correction pour revenir chercher ici dans la zone des 90, voire dans la zone des 85, ce qui représenterait juste une petite correction en daily et qui n'invaliderait absolument pas la tendance haussière qui est en train de se mettre en place. Si on n'a pas une correction comme ça, je pense que dès la zone des 105, ce sera une zone de vente. Voilà, il faudra commencer à alléger. Et plus ça va continuer plutôt à monter en ligne droite sans correction, sans stabilisation, plus il faudra alléger. Et j'estime honnêtement qu'à partir de la zone des 130, si on n'a toujours pas eu de correction, il faudra quasiment tout larguer. Voilà. Jusqu'au peut-être 150, mais honnêtement, pour moi, le marché ne peut pas continuer comme ça parce qu'on sera au plafond au niveau des indicateurs. Et donc, ça va sous-entendre qu'il va falloir que le prix se stabilise. Encore une fois, stabilisation ne veut pas forcément dire correction. Ça veut juste dire qu'on se calme un petit peu sur plusieurs semaines, que le marché se calme. Maintenant, il y a encore un autre bon point par rapport au fait qu'on n'est pas encore dans des gros niveaux d'excès. C'est notamment sur les produits dérivés. Les taux de financement restent extrêmement calmes pour l'instant. Ils sont parfaitement à l'équilibre, et ce qui prouve qu'il n'y a pas vraiment d'excès pour l'instant au niveau des contrats, et notamment au niveau de l'effet de levier. Et ça, très souvent, c'est une caractéristique lorsqu'on est sur des niveaux proches d'une grosse correction. Donc, je ne pense vraiment pas que pour l'instant, on va avoir une grosse correction. Je pense qu'on aura peut-être une stabilisation, mais pas encore une correction. Par contre, si on vient breaker les 100 et que ça continue à accélérer, à mon avis, on va se la prendre à un moment ou à un autre. Encore une fois, c'est bénéfique. Même moi, je serais plutôt en faveur d'une bonne petite correction de 20 à 30% pour ensuite pouvoir tranquillement se repositionner plutôt que vraiment que ça parte beaucoup trop vite, beaucoup trop fort parce qu'encore une fois, on va le payer. Je préfère un marché qui va continuer à être dans une dynamique haussière sur les prochains mois, qui va continuer à construire un truc qui est vraiment intéressant plutôt qu'un marché qui au bout de 2-3 mois aura tout donné et qui après va se prendre un gros retour de bâton. Après, encore une fois, je m'en fous. Moi, je fais de la gestion active. Donc, peu importe ce que le marché me donne, je prends. Mais en tout cas, je préfère clairement le premier scénario parce que ça me permettra en fait de continuer à rester exposé au marché, de un petit peu alléger pour essayer en fait de me repositionner un petit peu plus bas
mais sans pour autant être trop gourmand et de laisser vraiment ensuite mes trades plutôt sur du swing de long terme où tant que la dynamique reste haussière, on va tranquillement rester exposé. Voilà. Donc j'espère en toi que c'est clair par rapport au Bitcoin. Maintenant, on va parler un petit peu des alts. Alors, altcoin, comment est-ce qu'on fait pour gagner beaucoup d'argent? Encore une fois, moi je ne parle que de comment est-ce qu'on spécule sur les crypto-monnaies et sur les altcoins. Je ne suis pas là pour faire de l'affectif. Je ne suis pas là en fait pour faire non plus du fondamental et vous dire ce projet il a un fondamental de malade donc son prix va exploser. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc autant que les choses soient claires, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait qu'une altcoin est intéressante? De mon point de vue, il y a un critère fondamental, un seul, sont les narratifs. Les narratifs, il ne faut pas chercher à les comprendre. Il ne faut pas chercher une logique. Encore une fois, tout ça, on s'en contrefou. Ce qui compte, c'est juste de savoir qu'il y a un narratif qui se met en place et très souvent sur un secteur en particulier. On a toujours un narratif en cours sur les mêmes coins. Dogecoin en tête parmi les plus grosses en termes de market cap, mais pas que. Il y a tout un panel de mêmes coins aujourd'hui. Il y a un narratif sur les mêmes coins. Encore une fois, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je m'en contrefiche. Il n'y a pas de fondamental, je sais, je m'en contrefiche. Il y a un narratif sur les mêmes coins. Si vous voulez gagner de l'argent, vous vous exposez sur les mêmes coins. Encore une fois, c'est une exposition. Ce n'est pas une recommandation d'investir à long terme dessus. C'est juste en fait de s'exposer tant qu'il y a un narratif dessus. Pour moi, les alts, c'est que ça. Dans la plupart des cas, les alts, il ne faut jamais les holder. Le seul truc que vous pouvez holder sur du long terme, c'est du Bitcoin. Et honnêtement, les 10 années qui se sont passées sur les cryptos ne font que confirmer cette thèse à chaque fois. Cycle après cycle, ne conservez jamais vos altcoins, ça ne sert à rien. Elles vont se faire massacrer, elles vont retomber. Il n'y a que le Bitcoin éventuellement, parce qu'il est un peu moins volatile et il va moins se faire massacrer, qu'on peut holder sur du très long terme. Sinon, de mon point de vue, ça ne vaut absolument pas la peine de holder des altcoins. À chaque fois, vous vous retrouverez que vous allez sous-performer le Bitcoin et au final, ça va juste retomber. Le mythe de en fait non mais moi j'ai une alt qui a un fondamental de malade donc au final elle va bien résister, ça n'existe pas. D'accord. Les seuls altcoins qui ont été capables d'à peu près avoir la même performance dans les dynamiques baissières, il n'y en a pas 10 000. Dans les majors, il y en a deux, c'est le BNB et c'est l'Ethereum. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, au final, elles sous-performent Bitcoin quand même. Parce que Bitcoin est en price discovery, alors que ces deux-là, pour le coup, elles ne sont même pas encore en price discovery. Donc, et encore une fois, c'est une exception. Toutes les autres, elles ont complètement sous-performé Bitcoin et elles ont eu des baisses astronomiques de 80, 90, 99% parfois. Donc, règle de base, ne gardez jamais vos shitcoins. Encore une fois, quasiment toutes vos alts sont des shitcoins. Les mêmes coins sont des shitcoins. Encore une fois, shitcoin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y exposer. D'accord. Ça veut juste dire qu'on s'en sert d'un point de vue purement spéculatif pour tout simplement gagner plus d'argent qu'en étant juste sur BTC. Voilà. Pour moi, ça ne sert qu'à ça et ça n'a quasiment que cette utilité-là parce que malheureusement, on est dans un marché qui, de mon point de vue, a encore vraiment besoin de gagner en maturité, notamment au niveau des alts. Et tout ce qui se passe sur les mêmes coins ne fait que confirmer le fait que ce marché est encore complètement immature et qu'il y a encore tout un tas de personnes qui ne sont que là pour faire du casino et du gambling et qui sont contre-foot du fondamental et la liquidité se concentre sur ces projets-là. Ça, c'est factuel. Moi, j'y peux rien en fait. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Là, on pourrait débattre par rapport à ça. Est-ce que fondamentalement, c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Mais d'un point de vue purement spéculatif, c'est factuel et c'est comme ça en fait qu'on fait pour gagner de l'argent. Donc, les narratifs, c'est là-dessus qu'il faut aller. Attention, je ne dis pas qu'il faut les anticiper. Non, arrêtez de vouloir anticiper. Alors, je sais qu'il y a toujours une part d'ego par rapport à ça, de se dire « moi, j'ai anticipé tel narratif. Moi, je me suis positionné avant que ça explose. » Moi, je m'en fous. Vraiment, je vous le dis, je m'en contrefous de mon ego. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut aller sur les narratifs qui sont en cours actuellement. Et il n'y en a pas 10 000. Il y a les mêmes coins. Il y a un narratif auquel je n'aurais jamais cru sur les dino-coins, sur les anciennes crypto-monnaies. Et on va prendre des crypto-monnaies qui, pour moi, sont des gros shitcoins. Et je n'ai pas peur de le dire, je m'en fous en fait que ça plaise ou que ça ne plaise pas. XRP en tête. Cardano en tête, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum classique. Ce sont des dino coins qui aujourd'hui n'apportent absolument rien à l'écosystème,
qui d'un point de vue fondamental sont complètement éclatés. Il y a tellement mieux en fait en termes de projet, mais peu importe, il y a un narratif dessus. Donc, encore une fois, si on veut faire de l'argent, eh bien, il faut en profiter et il faut aller sur les narratifs qu'il y a actuellement en cours. Un narratif en phase haussière, il a quand même beaucoup plus de chances de durer par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé, où parfois les narratifs ne durent que quelques semaines. On a eu quelques narratifs en 2023 sur les ordinals, ça n'a pas duré. Sur les airdrops, ça n'a pas duré. Encore une fois, dans une phase haussière, on le voit par rapport au même coin, ça dure facilement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, le narratif sur les Dino Coins, est-ce qu'il va encore durer plusieurs semaines? Franchement, c'est possible. C'est vraiment possible. Moi, je n'anticipe pas les narratifs. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas à deviner le futur. En fait, si vous cherchez à deviner le futur, vous aurez trop de chances de vous tromper et vous allez juste rester exposé sur des projets qui ne vont rien faire. Et vous passerez votre temps à juste regarder les autres projets exploser, mais vous ne voulez pas aller dessus parce que grosso modo, vous voulez absolument être là au démarrage. De mon point de vue, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Et je pense que par rapport à ça, il y a notamment une stratégie qui a fait ses preuves qui s'appelle la stratégie momentum. Le momentum, ça ne consiste pas à vouloir anticiper. Ça consiste à se positionner sur les actions ou sur les cryptos ou les actifs qui sont dans un momentum. En l'occurrence, là, dans un narratif. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment la seule règle de base. L'exemple flagrant que je pourrais vous donner également par rapport à ça, par exemple, c'est Starknet. Donc Starknet, qui est un projet qui, si on en parle avec des développeurs, ils vont vous dire, dans les Layer 2, Starknet fait vraiment partie des meilleurs projets en termes de fondamental. Sauf qu'en termes de marketing, c'est un projet qui est éclaté. Ils sont très mauvais en marketing. Donc au final, il se passe quoi? Mais pour l'instant, d'un point de vue technique, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors d'un point de vue technique, on a quand même un début de redémarrage. Mais quand vous le comparez par exemple à du Cardano ou du Bitcoin Cash, mais vous comprenez bien en fait que il y a d'un côté un truc qui fait un x2 et de l'autre, un projet avec un super fondamental qui pour l'instant fait rien. Ça ne veut pas dire que Starknet fera rien, mais ça veut juste dire qu'il peut continuer à franchement ne pas faire grand-chose, même si d'un point de vue fondamental, le projet et notamment la tech qu'il y a derrière est intéressant. Après, je ne parle pas de la token economics, qui est encore un critère supplémentaire qu'il faudrait prendre en compte, mais qui, encore une fois de plus, de mon point de vue, dans une phase haussière, n'a pas vraiment d'importance. On va avoir des gros shitcoins qui ont une token economics qui est complètement éclatée, qui vont péter. D'autres projets qui ont un super fondamental et une super token economics qui vont rien faire. Et ça, il ne faut pas vouloir lutter par rapport à ça. Il ne faut pas chercher à comprendre de la logique dans un marché qui est complètement irrationnel. Ça, c'est vraiment important et c'est comme ça que vous serez capable de faire de l'argent avec les altcoins. Maintenant, attention, il y a quand même une chose, un gros warning que j'ai quand même envie de vous dire. Comment est-ce qu'on gère son risque? Parce que c'est bien joli en fait en ayant dit ça. Ok, là vous allez me dire, ok, génial, je vais juste aller en fait dans les trucs qui ont des gros narratifs et c'est parti, YOLO, et on va gagner plein d'argent. Oui, sauf que dans la pratique, c'est pas aussi simple que ça. Encore une fois, il n'y a rien qui est simple. Vraiment, il n'y a rien qui est simple. Gagner beaucoup d'argent dans ce marché, c'est pas simple. C'est même très compliqué. Il n'y a qu'une minorité en fait qui vont réussir à vraiment gagner beaucoup d'argent. Mais il y a une gestion du risque à prendre en compte. Ça veut dire que moi, je ne peux pas recommander à quelqu'un, encore une fois, ce n'est que mon avis, de faire all-in dans des narratifs. Par contre, prendre 15, 20, 30% de son portefeuille pour aller là-dessus, c'est comme ça en fait qu'on peut déjà commencer à gérer son risque. La première des règles, c'est qu'on gère son risque avec la pondération qu'on va y allouer. Et c'est le même principe pour un patrimoine. Par exemple, pour un patrimoine, si on met 5% en Bitcoin, est-ce que vous croyez que c'est risqué? Non, c'est pas du tout risqué. Même si demain le Bitcoin se fait éclater, il perd 50% de sa valeur, vous avez mis 5% du patrimoine. Ça veut dire que vous aurez une perte de 2,5% sur votre patrimoine. Est-ce que cette perte, elle risque de vous mettre à mal? Je ne pense pas. Par contre, si demain le Bitcoin fait x5, eh bien là, vous comprenez que vos 5%, ils vont faire un x5. Et donc là, par rapport à votre patrimoine, ça aura un impact par contre qui va clairement se faire ressentir. Et c'est comme ça en fait qu'on gère son risque. On calcule combien est-ce qu'on peut perdre au maximum, combien est-ce qu'on peut gagner, et est-ce que ça a du sens par rapport à son portefeuille global, ou est-ce que vous prenez trop de risques? Ça va de soi en fait que si on met 80% sur des stratégies alt et qu'on n'a que 20% en Bitcoin, bah, pour moi c'est peut-être hyper excessif. Après, encore une fois, tout dépend de
de votre aversion au risque et si vous êtes là vraiment pour faire un gros coup en mode quitte ou double. Moi, ce n'est pas ma stratégie, mais je peux comprendre que certaines personnes, ils sont juste là pour se dire, ok, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, je mets tout là-dedans et puis voilà, fuck, pour le coup, c'est soit je gagne ou soit je perds tout. Bon, ça pour moi, c'est pas de l'investissement, c'est du gambling. Ça, on peut le faire sur des paris sportifs. En fait, on peut le faire au casino. Et donc, pour moi, ça, c'est pas de l'investissement. Et c'est pour ça que ça, moi, ça ne m'intéresse pas et que je vous en parlerai jamais. Et que je vais tout le temps essayer en fait de dissuader les gens de faire ça. Parce que de mon point de vue, ils ont plus de chances de perdre que de gagner. Alors que le principe de l'investissement, c'est d'avoir les chances quand même qui sont au maximum de son côté. Après, encore une fois, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a un truc que j'avais également envie de vous montrer par rapport aux meme coins. Je vous parle des meme coins. Donc, c'est intéressant quand même que je vous partage ça. Croyez pas en fait que dans les meme coins, encore une fois, tout le monde devient multimillionnaire. Alors je sais que sur les réseaux sociaux, il y a toujours ces fameuses personnes qui vont vous poster des screenshots qui très souvent sont complètement truqués et manipulés pour vous montrer toujours de la richesse. Voilà. Des gros PNL, des gros PNL à 6 chiffres, voire même parfois à plus que ça, et qui vont faire rêver beaucoup de personnes. Bon, encore une fois, c'est toujours important quand même de redescendre un petit peu sur terre. Petit rappel, 60% des personnes qui tradent les mêmes coins perdent de l'argent. Ça, c'est quand même important, quand même, c'est plus de la moitié. Donc, c'est quand même important de suite prendre ça en compte. Il y en a 5% qui ne gagnent pas d'argent. Donc, ils sont à break-even. Voilà. Ils gagnent un petit peu, ils reperdent. 24% qui ne gagnent même pas 100 balles. Et c'est là où je vous dis, en fait, le mode ticket de loto. C'est que, à mon avis, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont prendre des mêmes coins avec un tout petit capital. Ils vont mettre 50 balles par-ci, 100 balles par-là. Et ils vont croire qu'ils vont réussir à faire un fois 1000. Alors parfois sur un malentendu, je ne dirais pas que c'est impossible, mais dans la plupart des cas, encore une fois, c'est une ultra minorité des gens qui vont être capables de faire ça. Et ça se voit au niveau des pourcentages. 100 $, c'est ce qu'on peut gagner, et c'est ce que 25% vont gagner. Un peu plus de 100 $, c'est 11%. Et vous voyez qu'en fait, des sommes qui peuvent commencer à vraiment être intéressantes, pour moi 10 000 $, c'est même pas intéressant, ce n'est même pas un game changer. Je veux dire, ça ne va rien changer à votre vie. Ok, super, vous aurez un peu d'argent, vous pourrez l'acheter un iPhone et un ordi, mais mis à part ça, ça ne va rien changer à votre vie. C'est 0,5% qui en ont fait plus que 10 000 $. Ok, 0,5%. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont fait vraiment de l'argent, plus de 100 000, plus d'1 million, ils représentent combien? C'est même pas 0,1% des personnes qui traitent les mêmes coins. Même pas 0,1%. Donc en fait, encore une fois, n'oubliez pas une chose, c'est que vous jouez, en tout cas ceux qui s'amusent là-dessus, vous jouez à un jeu où vous avez quasiment aucune chance de gagner, c'est du loto. D'accord? Le loto, c'est exactement pareil. Vous jouez, vous avez toutes les chances de perdre. Mais pour moi, c'est exactement pareil. Voilà. Donc encore une fois, faites vraiment attention. Il y a des manières de gagner de l'argent. Alors certes, on ne fera pas des fois 1000, mais en tout cas, on peut quand même faire des multiples. On peut quand même faire des x2, x3, x4. C'est totalement possible. Voilà. Et ça, déjà, c'est déjà exceptionnel de le faire en termes d'investissement. Voilà. Donc, je tenais quand même vraiment à faire cette piqûre de rappel par rapport aux altcoins, parce que sinon, j'en vois venir qui vont me dire, ok, ben dans ce cas-là, je vais que dans les narratifs, parce que c'est là où il y a le plus d'argent à se faire. Oui, mais encore une fois, avec une règle de base qui est la gestion du risque. Si vous ne savez pas gérer votre risque, oubliez. Franchement, oubliez. Restez juste sur du Bitcoin et au moins comme ça, vous serez quasi certain de gagner un petit peu d'argent. Parce que sinon, vous serez certain en fait de perdre. Voilà. Maintenant, on va finir cette vidéo avec les trois, non même pas les trois, non, les règles d'or pour profiter d'un marché haussier. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais le redire encore une fois pour toujours nuancer un petit peu donc mes propos, notamment par rapport aux alts. Et en plus, j'aurais pu préciser par rapport aux alts que les alts sont intéressantes encore plus dans une dynamique haussière et une saison des altcoins, chose que nous n'avons pas pour l'instant. Et pour ça, il suffit juste de regarder la dominance du Bitcoin, qui pour l'instant, peut-être marque le pas, parce qu'on a bien résisté dans la zone des 60, peut-être. Pour l'instant, on n'a qu'une simple petite correction. Il faudra confirmer avec une cassure de cette zone-là au niveau des 59, un prix qui vraiment stabilise. Et là, on peut commencer à parler d'un début de saison des altcoins. Vous avez plus de chances de gagner de l'argent sur les alts lorsque la dominance du Bitcoin va bien évidemment baisser. Et après, il y a d'autres indicateurs à regarder, notamment celui-là. Là, on a un début, une belle reprise des alts versus Bitcoin. La cassure de ce niveau-là
va également vous donner un signal qui va être intéressant. Encore une fois, toujours attendez les signaux et quand les signaux sont là, vous aurez plus de chances de votre côté. Donc d'un point de vue statistique, plus de chances de gagner. Voilà. C'est ça l'investissement, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va voir les règles d'or. Donc les règles d'or, déjà, comprendre que 99,9% des altcoins sont des shitcoins auxquels il ne faut pas s'attacher et qu'il faut acheter et vendre sans scrupule. Ne jamais hold. Alors, je sais que certains vont sauter de leur chaise quand ils vont entendre ça. Ben, franchement, regardez ce qui s'est passé sur tous les différents cycles. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, on entend toujours les mêmes choses. Oui, mais là, ça va être différent. Oui, mais ce projet, il va tout changer. Oui, mais là, c'est un nouveau Bitcoin. Oui, mais là, c'est un Ethereum killer. Oui, mais là, tout ce que vous voulez. À chaque fois, dans tous les cas, il s'est toujours produit la même chose. Ne jamais holder un shitcoin. Voilà. Et encore une fois, les shitcoins, c'est quoi? C'est 99,9% de tous les altcoins. Donc oui, il y a des stratégies où on peut faire du hold sur du long terme, sur des projets crypto. C'est ce que font les venture capital. Oui, sauf que les venture capital, déjà, ils ne le font pas forcément que sur des tokens. Très souvent, ils le font sur de l'equity. Ça veut dire qu'ils vont rentrer au capital des entreprises. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes et ne confondez pas crypto et equity qui même d'un point de vue légal ne sont absolument pas la même chose. De l'equity, c'est une part de propriété. Un token aujourd'hui ne représente rien. Alors oui, on peut faire une DAO, d'accord, mais honnêtement, on n'en est pas encore du tout au stade où ça va vraiment pouvoir être comparé à de l'equity. Donc déjà, en fait, les venture capital, ils investissent plus dans de l'equity que du token. Parfois, ils vont investir dans les deux. Ils vont prendre du token, ils ne vont pas l'acheter sur le marché. Ils vont l'acheter en pré-seed, en seed, voire un tout petit peu après, mais bien avant une ICO, à des niveaux de prix en fait qui sont relativement bas et qui sont très souvent négociés. Donc ça veut dire que déjà, eux, ils ont des niveaux de prix qui sont hyper compétitifs par rapport à ce que vous pouvez avoir. Donc déjà, ça, il faut le prendre en compte. Et eux, ils ont une vision à 10 ans. Quand on investit en venture capital, on crée des fonds pour 10 ans. Et c'est dans 10 ans qu'on va clôturer en fait le fonds. Je ne suis pas certain que la plupart d'entre vous investissent à un horizon de 10 ans. Voilà. Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, vous pouvez le tenter. Oui, le fondamental est super important. Oui, l'équipe est extrêmement importante. Mais n'oubliez pas qu'un projet vous dit ce qu'il veut. Un projet vous montre ce qu'il veut. Les VCs, même eux très souvent, ils n'ont pas les moyens pour vraiment aller creuser et vérifier en fait que tout ce qu'on leur dit est vrai. Et même eux, ils vont énormément se tromper. Et c'est pour ça qu'ils vont investir dans 50 projets pour en avoir 2 ou 3 qui vont vraiment exploser. Encore une fois, de mon point de vue, à une échelle de particulier, c'est une perte de temps et une perte d'argent. D'accord ? Vous ne pourrez même pas lutter. Même les fonds, ils ont du mal à réussir. Donc un particulier, pour moi, il a beaucoup de mal à réussir. Et c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis en fait que les altcoins, il ne faut pas les holder. Voilà. Il n'y a que le Bitcoin, de mon point de vue, que je comprends parfaitement qu'on puisse le holder. Et encore une fois, on le gère en fonction de la pondération au niveau de son patrimoine parce que clairement, c'est une classe d'actifs à part entière. J'ai aujourd'hui, moi, du Bitcoin en hold sur du long terme. Et au niveau de mon portefeuille, j'ai même également quelques actions comme Coinbase par exemple, que je partage, tout ça dans ma communauté privée, que j'ai en fait dans mon portefeuille depuis quasiment maintenant 2 ans. Voilà. Et ça, c'est un truc que je ne vendrai pas, que je vais toujours garder dans le portefeuille pour avoir une exposition à ce marché. Encore une fois, moi j'ai plusieurs stratégies, plusieurs portefeuilles, et quand je fais du hold, vraiment je gère vraiment avec la pondération le risque. Comprendre donc que la plupart également des gens qui vont vous donner des conseils pour gagner de l'argent dans ce milieu n'ont eux-mêmes jamais rien gagné, ça c'est important quand même de le dire, n'ont aucune expérience et très souvent vont juste le faire parce qu'il y a de l'affiliation ou des vidéos sponsorisées. Voilà. Ça, ne l'oubliez jamais. Le nombre de chaînes YouTube qui au final ne font que présenter des projets parce qu'il y a un intérêt commercial derrière, moi ça me fait vomir, mais malheureusement c'est factuel et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça également, ne l'oubliez pas. Ensuite, il faut être meilleur que la moyenne. Alors le problème dans le marché actuel, c'est que moi ce que j'appelle l'intelligence collective. Ça veut dire que c'est l'intelligence moyenne de toutes les personnes qui vont intervenir aujourd'hui sur les marchés. Plus on est dans une dynamique qui est haussière et plus l'intelligence collective en fait elle est basse. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont inexpérimentées. Ce n'est pas péjoratif, ce que je dis c'est factuel. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont inexpérimentées, donc l'intelligence collective elle est beaucoup plus basse. Dans un marché baissier, voire un marché de range, l'intelligence collective elle est extrêmement élevée, ce qui rend les marchés très compliqués. Là, les marchés sont beaucoup plus simples.
Et le problème, c'est que quand les marchés sont plus simples, eh ben, on va tout de suite se dire « Ah, mais c'est facile ». C'est tellement facile pour le coup de gagner de l'argent. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il ne faut pas être dans la moyenne. Ok, la moyenne va gagner un petit peu, mais pas beaucoup. Il faut être bien au-dessus, vraiment bien au-dessus. Voilà. Et c'est que comme ça en fait qu'on peut être capable de gagner beaucoup d'argent. Et dans ce cas-là, il ne faut pas faire comme la moyenne des gens. Encore une fois, il ne faut pas être un mouton. Il ne faut pas juste suivre ce que font les gens de manière toute bête, parce qu'en fait sinon vous êtes juste dans le troupeau et vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et il faudra vendre quand vous aurez tout le bruit, tous les réseaux qui vont vous inciter à continuer à acheter et à prendre du risque. Et c'est là où ça va être très compliqué d'être capable de justement de faire mieux que la moyenne. Donc moi en tout cas ce que je fais, encore une fois c'est mon 3e bull run. Je m'améliore à chaque fois. Encore une fois on fait toujours des erreurs. On fait toujours des erreurs mais il faut s'améliorer cycle après cycle. Moi je ne suis rien de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je m'en contrefous. Que ce soit Twitter, YouTube, je m'en fous mais complètement de ce qui se passe. Ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, ce sont les graphiques et mes indicateurs. Point barre. Tout le reste, ça ne sert à rien si ce n'est que du bruit. D'accord ? Ceux qui passent leur temps à regarder les médias, les news, ce que disent telle ou telle personne, tout ça, je vous le dis, ça ne sert à rien. Toutes les personnes que je connais, et il y en a pas mal à Maurice, qui sont tous multimillionnaires dans les crypto-monnaies, il n'y en a pas un qui perd son temps sur les réseaux sociaux à regarder en fait ce que Pierre-Paul Jacques est en train de faire comme vidéo. D'accord ? Personne ne fait ça. Donc ça également, il faut le comprendre. Alors je peux comprendre qu'on a ce besoin de monter en compétences, donc vraiment filtrer. Parce que plus vous aurez d'informations, plus vous aurez d'informations contradictoires, plus vous serez perturbé pour prendre une vraie décision par vous-même. Et après, vous serez dépendant en plus de ce que les autres vont dire. « Ah, mais il y a un tel qui a dit ça. Ah, mais il y a un tel qui est hyper boule. Ah, mais il y a un tel qui, lui, il est un petit peu plus bear. » Et en fait, tout ça, ça ne fait qu'apporter de la confusion. Donc, je peux comprendre ce besoin de monter en compétence. Dans ce cas-là, vous choisissez une personne, 2 personnes tout au plus, que vous jugez vraiment compétentes. Et vous ne suivez que ces personnes-là. En suivre trop, en fait, c'est trop d'avis contraires qui ne servent strictement à rien. Ensuite, croire que certaines personnes sont des devins. Moi, ça me fascine toujours, en fait, que, encore une fois, cycle après cycle, « Ah, mais il y a le mec de MicroStrategy qui a dit ça. Ah, il y a le mec de la JP Morgan qui a dit ça. » Mais vous croyez quoi, en fait, que ces mecs, ils sont devins ou quoi? Mais ils en savent strictement rien. Vous croyez, en fait, que ces personnes-là, ils arrivent avec leurs petites ficelles, comme ça, à faire ce qu'ils veulent du marché? Ils en savent fichtrement rien, en fait, de ce qui va se passer. Alors, peut-être que certaines personnes peuvent avoir quelques informations en plus, mais ça va être quoi? Une loi qui est en train d'être préparée et qui va sortir et qui peut provoquer une toute petite, on va dire, de la volatilité en fait de court terme. Ouais, effectivement, de l'insider trading, oui, ça existe. Mais de là à faire des prédictions à la con, ça ne vaut rien. D'accord? Telle personne de telle plateforme d'échange, donc de BitMEX, je crois que le mec de BitMEX, il s'amuse également à faire des prédictions. Tout ça, ça ne vaut rien. D'accord? Ça ne vaut strictement rien. Okay? Donc arrêtez en fait d'écouter ça. Oui, ça fait rêver d'entendre une personne qui va vous dire Bitcoin va être à 300 000 $ dans moins de 2 ans. Oui, ça fait rêver en fait, tout simplement. Sauf qu'en fait, tout ça, ça repose sur rien. C'est juste du vent, d'accord? Ça ne sert à rien. Moi, je m'en contrefous en fait de savoir où est-ce que sera le Bitcoin dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tant qu'il reste sur une dynamique haussière, je reste exposé. Point barre. Parce qu'en fait, ça sert à quoi de vouloir faire des prédictions comme ça? Ça sert à rien. Mis à part faire les gros titres et faire du clic, ça ne sert strictement à rien. Et encore une fois, n'oubliez pas que ces personnes-là servent leur propre intérêt. Quand on gère une plateforme d'échange, on ne va certainement pas dire en fait que le Bitcoin il va se casser la gueule. Donc encore une fois, tout ce que ces personnes-là en fait peuvent dire de manière publique, dans la plupart des cas, eh bien, ils ont leur propre intérêt derrière. Voilà. Donc ça également, ne l'oubliez jamais. Et ensuite, quoi d'autre? Donc s'amuser sur quelques shitcoins pour faire des x100, c'est très bien. Mais ne basez pas votre stratégie, toute votre stratégie là-dessus. Je peux comprendre. Prenez 2-3% de votre capital. Allez vous amuser en fait avec sur des contrats. Prenez un petit peu de levier et allez vous amuser en fait sur des shitcoins. Why not? Si ça vous fait plaisir en fait. Mais dans la plupart des cas, vous cramerez votre capital. Donc encore une fois, ceux qui font ça, s'il vous plaît, faites-le avec une petite portion du capital. Okay? Et sur un malentendu, si vous faites en x100, eh ben, ça fera déjà une belle différence et ça fera une belle plus-value à ajouter en fait à votre patrimoine global. Voilà. Ou en tout cas à votre portefeuille global. Mais encore une fois,
la pondération choisie permet de toujours correctement gérer son risque. Et ne croyez pas en fait qu'il y a des fortunes qui se sont faites là-dessus. Encore une fois, il y en a quelques-uns qui vont vous dire oui, ils ont fait fortune comme ça. Mais moi, tous les millionnaires que je connais aujourd'hui dans les crypto-monnaies, il n'y en a pas un qui est devenu millionnaire comme ça. Voilà. Donc encore une fois, je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que statistiquement, vous n'avez pas les chances de votre côté. Encore une fois. Donc, il y a des chemins plus sûrs, plus longs qui existent. Moi, en tout cas, c'est plus vers ces chemins-là que je vais aller. Donc, si vous avez peu de connaissances et peu d'expérience, que vous débarquez dans ce milieu, honnêtement, restez sur les stratégies les plus simples. Ne vous improvisez pas trader. Être un trader pro, ça demande des années. D'accord, des années et des années parce que l'expérience, malheureusement, on ne peut pas l'apprendre comme ça en un claquement de doigts et c'est ce qui va vous sauver la vie. Donc oui, vous pouvez devenir trader. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste en fait que si vous avez peu de connaissances et que vous débarquez maintenant, honnêtement, faites attention. Restez vraiment sur les stratégies les plus simples. Montez tranquillement en expérience et c'est comme ça en fait, je pense que vous vous en sortirez le mieux. C'est aussi pour ça que moi j'ai créé Club Invest, justement pour vraiment fournir une palette d'outils pour justement les personnes qui débutent et pour essayer vraiment de les orienter vers ce qui fonctionne le mieux pour eux. Et ensuite, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser l'effet de levier comme un joueur de casino. Alors, je vous dis arrêtez d'un côté, mais de l'autre côté, moi, ça m'arrange quand vous le faites. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait exploser les fundings, ça fait exploser les premiums. Moi qui ai acheté des contrats pour le coup, des contrats à terme sur le Bitcoin, si les premiums explosent, je gagne encore plus d'argent. Donc si vous voulez, faites-le. Mais honnêtement, moi je vous le dis, ceux qui font ça, ils sont juste là pour faire du gambling et pas pour investir. Donc honnêtement, encore une fois, la gestion du risque. D'accord. Et j'estime que prendre un levier qui est supérieur à 5, c'est totalement délirant. Après, encore une fois, si on sait gérer son risque et que son capital, c'est son stop, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais honnêtement, s'il vous plaît, l'effet de levier, si vous en mettez trop, en fait, vous êtes juste là en train de jouer au casino. Et encore une fois, on sait toujours ce qui se passe à la fin. Voilà. C'est toujours systématique. Vous cramez votre capital et vous cramez votre compte. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, ça peut faire des histoires après qui se terminent très très mal. Donc, comprenez en fait que ce que vous faites, c'est juste du gambling. Et dans ce cas-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, ce n'est pas du trading. Voilà. Donc, c'était juste le petit mot de la fin. En trading et surtout avec de l'effet de levier, le principe de base, c'est la gestion du risque et la gestion de l'argent, donc le money management. Voilà. Si vous n'avez pas ça, en fait, ce que vous faites, c'est juste du gambling. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair par rapport à tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques, des avis, comme toujours, dans l'espace de commentaires, n'oubliez pas le like pour le soutien. Et quant à nous, on se retrouve à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.